Ça marche. Bonjour, je m'appelle Eugénie Ordonneau et je suis le webmaster de Officeni. Et aujourd'hui, nous avons Catherine Testa qui va nous parler de l'optimisme. Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce live. Merci Officeni de l'organiser. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Stéphane, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est, entre autres, qualité de vie au travail, mais pas que. Et je trouve ça hyper sympa d'ouvrir des vidéos. Je fais beaucoup de web-conférences en fait, dans des entreprises et tout le monde ne les ouvre pas au-delà des salariés. Donc, je suis ravie quand c'est le cas. On m'a demandé d'intervenir sur l'optimisme. C'est complexe en cette période. Philippe, que j'ai vu tout à l'heure passer, m'a envoyé juste avant une citation d'Alain qui disait que que l'optimisme était de volonté, en l'occurrence, et je crois qu'en ce moment, plus que jamais, l'optimisme est de volonté. On me demande beaucoup qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui dans les entreprises, où est-ce qu'en est la société, et est-ce que entre les bonnes intentions de la construction d'un monde d'après différent et ce qui va vraiment se passer, qu'est-ce qu'il en est? Je vais revenir sur des statistiques qu'on commence à agréger de notre côté pour savoir comment les gens vivent ce confinement. Et c'est curieux parce que nos statistiques ne sont pas forcément corrélées avec ce qu'on peut voir globalement en ce moment dans les médias. On a à peu près, sur les personnes qu'on a interrogées, donc une base d'à peu près 10 000 personnes aujourd'hui, quand on leur demande au quotidien comment ils vont, on en a à peu près 75% qui sont contents de ce confinement. Ça veut dire 3 personnes sur 4. Alors évidemment, notre population elle est peut-être un peu biaisée. On est d'accord. On a plutôt des optimistes, on a plutôt des gens. On a une population, nous, avec l'optimisme, on a 1 million de personnes à peu près qui nous suivent aujourd'hui. On a 3 types de populations, des gens qui vont vraiment pas bien, qui cherchent un peu d'optimisme, des entrepreneurs pour qui ils ont besoin, des entrepreneurs, des gens qui ont des métiers très, très factuels et qui ont besoin de regagner en optimisme et qui le sont de nature, et des gens tout simplement optimistes de nature et qui aiment bien justement continuer à avoir un peu de l'optimisme émané. Donc 3 personnes sur 4 quand même qui sont optimistes en ce moment, enfin qui vont plutôt bien en ce moment. Je trouve que c'est incroyable comme statistique. Il faut savoir que nous, dans notre population, on pourrait la croire biaisée, mais on a des soignants, on a des profs, on a des mecs qui sont livreurs chez Amazon, on a une population qui est très, très hétérogène, qui va du mec dans les cités jusqu'au patron d'une entreprise. Parce que l'optimisme, c'est une valeur. Et une recherche, une quête, et qu'on a tout type de communication, des communications très engagées et très poussées, et des trucs beaucoup plus simples et plus ludiques, et du coup, on a un panachage assez incroyable. Pour ce qui est du monde d'après, là, je ne sais pas si vous le voyez, je parle souvent de l'impact des actualités anxiogènes. N'oublions pas qu'à peu près, en temps normal, c'est 3 informations sur 4 qui sont anxiogènes dans les médias. C'est-à-dire que le but d'un média, évidemment, c'est compliqué sur le média et que de fait, souvent, on décale l'actualité vers ce qui ne va pas. À peu près 3 actualités sur 4 sont anxiogènes aujourd'hui, avec beaucoup de mise en avant de faits divers. Donc, ça va être le mec qui a tué sa femme dans le Larzac, la nana qui a mis ses enfants au micro-ondes, le chat au micro-ondes, et la gamine qui a été écrasée par une meute de foin. Ça, c'est des vraies informations qui passent sur des grands médias. Et du coup, dans le temps normal, on a tendance à voir quelque chose de catastrophiste en permanence. En temps de coronavirus, là, j'ai fait une sorte de benchmark autour de moi, des gens pas forcément optimistes de nature. Qu'est-ce qu'ils voient passer? On ne voit passer que ce qui ne va pas de l'actualité, et à juste titre, il y a plein de choses qui ne vont pas aujourd'hui dans la société, parce que à peu près tout le monde est en stress. C'est-à-dire que quand vous regardez, il y a ceux qui vont bien en confinement, qui ont peur de déconfiner. Voilà, il y en a. Il y a ceux qui ont peur de perdre leur boulot. Il y en a beaucoup. Il y a ceux qui sont en train de crouler sous des charges de travail incroyables, parce qu'ils sont RH, parce qu'ils sont comptables, parce qu'ils sont banquiers. Voilà. Il n'y a plus de son? J'ai quelqu'un qui me dit plus de son. Non, moi je t'entends bien. Moi, ça va très bien. Ça va. Ok, parfait. Et du coup, globalement, il y a quand même, il y a quand même globalement du stress à peu près pour tout le monde. Alors, il y a quelques entreprises qui réussissent évidemment à rebondir, mais c'est quand même pas la majorité. Donc, globalement, on est en train de vivre aujourd'hui une situation qui a été quasiment jamais existante, et qui est de l'incertitude.
Jusque-là, on avait été capable, nous, en tant que société actuelle, de gérer du risque. Donc, c'est-à-dire qu'on avait, généralement, dressé toutes les hypothèses possibles pour une entreprise, pour une société avec un grand S, et pour une société avec un petit s. Donc, la société, j'en parle souvent avec un gros S, c'est nous, en tant que citoyen, en tant que France, etc., etc. Et du coup, les sociétés avec un petit s. Et du coup, on avait en ce moment géré du risque. C'est-à-dire qu'on avait tiré des scénarios possibles, en fait, par rapport à des choses qui étaient déjà arrivées. Et on se disait, ça peut arriver, alors prévention des risques, on va faire ça ou on va faire ça. Là, on est en train de gérer le pays et toutes les entreprises, en fait, on est en train de gérer de l'incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire parce qu'on gère la certitude et l'incertitude de demain. Donc, c'est pour ça qu'en fait, en ce moment, ceux qui sont optimistes de nature, ils ont plus d'agilité et ils se disent, on va pivoter. Et globalement, nous, je donne mon exemple qui est très concret, on a un média qui met beaucoup de pognon, tout simplement, parce qu'on a des bases de données qui tournent, des machins, enfin, des serveurs et tout un tas de trucs comme ça. Et en parallèle, on se finançait avec beaucoup d'événementiels. Et du coup, on trouvait ça vachement sain. Et puis, globalement, aujourd'hui. T'as coupé, Catherine. Ah, est-ce que c'est bon là ou pas? Je suis revenue? T'es revenue, c'est bon. Pardon, je suis désolée. Le Wi-Fi est normalement plutôt stable. Et puis de temps en temps, il me joue des blagues. Il en a marre que je papote, je pense. Tout ça pour dire que globalement, on est en train de gérer quelque chose d'incroyable, c'est de l'incertitude. Et effectivement, les optimistes qui doivent le travailler, parce que globalement, aujourd'hui, tout le monde, personne n'entend, j'ai l'impression. Si, on entend, t'inquiète. D'accord. Du coup, tout le monde est dans de l'incertitude. Tout le monde peut devenir hyper pessimiste du jour au lendemain parce que de toute façon, il y a des industries qui vont, entre guillemets, s'écrouler, enfin des modes de consommation qu'on ne connaît pas pour demain et qui vont s'impacter les uns sur les autres. Je veux dire, l'imprimeur, il est impacté parce que les grands groupes n'organisent plus d'événements, ils n'organisent plus d'événements parce que ceci, et du coup, il y a une sorte de fil qui fait que tout le monde est impacté. Et c'est aujourd'hui, en fait, qu'on va pouvoir réinventer la société. Du coup, on est dans une société où aujourd'hui, et je m'en étais affolée il y a pas longtemps sur la couverture du Parisien, où, en fait, c'est nous, en fait, en tant que citoyens, qui allons inventer le monde de demain, qui allons inventer l'entreprise de demain. Et en fait, il ne faut pas oublier aujourd'hui que tout le monde a vécu des révolutions intérieures. C'est-à-dire que tout le monde a été confiné, on a été confiné dans des espaces plus ou moins grands, on a été confiné tout seul ou en couple avec ses enfants ou en couple tout court. Et du coup, ce confinement, il va avoir amené chacun à réfléchir. Il y a aussi le confinement qui va jouer sur tout un tas de gens à qui on a dit « vous n'êtes pas indispensable à la société, rentrez chez vous ». C'est hyper violent. En fait, la réalité, c'est que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est absolument, absolument violent pour tout le monde. Parce que ceux qui se sentent inutiles, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous, moi, à un moment donné, je me sentais hyper inutile comparée à des gens qui étaient sur le front. Et ça, il va falloir qu'on l'accepte et qu'on retourne en fait dans une société de demain avec une sorte d'optimisme créatif parce que demain sera plus comme hier. Aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que dans les entreprises, jusque-là, on a dit non, le télétravail, c'est pas possible. Et tout d'un coup, le télétravail a été mis en place en une demi-journée dans toutes les entreprises possibles, enfin, quand il était possible pour le service, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que notre paradigme d'hier qui était on va tirer des scénarios en permanence, on va gérer du risque, c'est plus possible aujourd'hui parce qu'on a montré que tout pouvait être disrupté, on va dire, en quelques heures à cause d'un enjeu mondial. Et c'est pour ça que de l'optimisme, aujourd'hui, il va falloir absolument aller le travailler, sinon on ne va pas y arriver. L'optimisme, il va aussi devoir se travailler par rapport à l'actualité qu'on envisage. Moi, en ce moment, je suis en train de faire une sorte de benchmark de toutes les initiatives qui se sont mises en place et qui sont hyper belles et qui vont vers une société de simplicité, en l'occurrence, parce que quand vous regardez, tout d'un coup, M, le chanteur, se met à chanter depuis son salon sans artifice. L'auteur publie des textes gratuits, enfin, met en lien ses livres gratuitement sur différentes plateformes, etc., etc. On va vers une société
un peu plus simple. On va vers une société aussi où tout d'un coup, il y a beaucoup de mains qui sont en train de se lever. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je suis de toute façon biaisée par mon algorithme. N'oublions pas qu'on est tous biaisés par notre algorithme. N'oublions pas que globalement, plus on clique sur de l'actualité anxiogène, plus Internet va nous montrer de l'actualité anxiogène. N'oublions pas ce fondement parce que globalement, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a pléthore d'initiatives positives qui vont dans tous les sens. En l'occurrence, je parlais des chanteurs, des auteurs, mais ça va être la même chose avec des sociétés. Moi, je vois passer les annonces de la Maïf qui rembourse ses crédits auto parce que les gens ne roulent pas. Le Sending Blue qui permet d'envoyer des emails tout d'un coup à mi-gratuit pour les entrepreneurs parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté, etc., etc. Et il y a toute une gamme d'initiatives positives qu'on ne voit pas forcément, en l'occurrence, qui pourtant sont en train d'exister, en l'occurrence. Est-ce qu'elles vont exister post-Covid? Telle est la question. Ceci étant dit, en fonction de nos habitudes de consommation d'Internet, rendons-nous bien compte que globalement, on va nous envoyer ce qu'on a envie de lire. Et rendons-nous bien compte aussi que la lecture, en fait, c'est pour ça que je donnais ce chiffre qui est une lecture complètement biaisée, mais pourquoi pas prendre 10 000 optimistes pour faire une statistique, hein, ça vaut tout autant que 10 000 personnes regardant BFM, globalement. Du coup, bien toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on lit dans les médias, parce que il faut une distanciation, parce que nous, on s'en rend compte aujourd'hui qu'on papote alors avec un mec de l'ARS, qu'on papote avec un médecin, qu'on papote avec un économiste, qu'on papote avec un sociologue, qu'on papote avec un psychiatre. Tout le monde a des angles de vue différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et il faut faire une sorte de benchmark de tout ce qu'on voit pour se dire, voilà, je connais tout ça, demain, je vais aller construire la société, mais avec mon propre jugement qui sera complètement biaisé, parce qu'il ne sera que le mien, biaisé par mon algorithme, par mon entourage. Par contre, c'est ça qui va faire que je vais rester créative dans l'invention de la société de demain. Il se passe aussi quelque chose, c'est que de toute façon, il va y avoir des habitudes de consommation qui vont changer. Elles vont changer pas parce que les gens vont devenir écolos. Là, il y a un amalgame qui est fait. Et moi, j'ai travaillé des années dans le développement durable, donc je suis contente si tout le monde devient écolo. Mais c'est pas le cas en fait. C'est que les gens vont avoir des habitudes de consommation différentes parce qu'ils vont avoir tout simplement peur. Et tout d'un coup, tu te poses quand même la question d'aller être confiné au bout du monde à Cuba si jamais tu es bloqué à Cuba, parce que tu as voulu voyager et aller à la plage. Il y a plein d'habitudes de consommation qui vont changer. Tout le monde, là, je ne sais pas si vous avez vu, je plante des graines pour avoir des raisonnements, un peu de pensée un peu différents. Cette semaine, il y a eu BFM qui a montré le McDo qui a ouvert où il y a eu une longue queue devant le McDo. J'ai plein de gens du coup qui m'ont envoyé, tu vois, ça va recommencer comme avant. Les gens vont repartir, ça va repartir comme si de rien n'était. Il ne faut pas oublier que j'ai un de mes potes qui fait les statistiques de la santé. Finalement, ça a été ouvert là où le confinement est le moins bien respecté et là où il y a le plus gros taux de mortalité par rapport à 100 000 habitants. Globalement, c'est là où il y a le plus grand taux. Donc évidemment, quand un McDo va ouvrir, il va aussi aller choisir là où stratégiquement, il faut aller ouvrir pour qu'on ait des clients, en fait. Et du coup, il faut toujours bien pondérer les informations et se poser la question, tiens, effectivement, j'ai l'impression que les gens, ça va recommencer comme avant. Non, mais attendez, allons réfléchir aussi au pourquoi, où ça a ouvert, la stratégie de communication, de marketing, etc. Tout ça, je vous le dis tout simplement pour planter des graines, parce que la société de demain, c'est nous qui l'inventons collectivement. J'en parlais la dernière fois, je me répète un peu avec ceux qui m'ont déjà vu, mais je pense que c'est important de le dire. Jusque-là, le salarié était entre guillemets une sorte d'exécutant qu'on avait associé à une sorte de matricule et surtout un salarié devait être remplaçable dans une entreprise parce que le but c'est qu'une entreprise survive et du coup c'est dangereux si un salarié devient indispensable à l'entreprise. Avec cette sorte, du coup, on était tous devenus des matricules. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que demain, en fait, le salarié, il se rend compte que s'il ne vient pas travailler, il est vachement important. Et du coup, il va y avoir probablement une sorte de réorientation globale, en fait, avec une sorte de société qui, globalement, a pris la teneur de l'importance, en fait, de chacun. Là, en ce moment, c'est les infirmières qu'on n'avait pas regardées jusque-là, qui avaient passé beaucoup de temps à gueuler, mais ça, voilà, c'était pour avoir pour réussir à gagner des choses dans le monde hospitalier, des conditions de travail qui pour beaucoup, étaient très, très éloignées, très, très étrangères à tout ça. Et tout d'un coup, finalement, demain, leur capacité de parole, elle sera plus élevée.
en fait, parce que tout d'un coup, on les aura respectées parce qu'on s'en sera rendu compte à quel point elles sont indispensables. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. On a le système éducatif, j'en parle toujours aussi, je parle dans tous les sens, mais mon enjeu, c'est de planter des petites graines pour aller chercher de l'optimisme. On n'est jamais trop petit pour faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est mon message le plus important, c'est-à-dire qu'on blâme la société, mais nous sommes la société et personne n'est trop petit. Notre système éducatif nous a souvent fait croire que on était trop petit pour être entendu, pour être écouté, parce que globalement, on n'était pas bon élève à l'école, alors parce qu'on ne savait pas faire une équation mathématique, on s'est auto-caractérisé. Moi, je suis mauvaise élève, tu vois, je ne peux pas faire grand-chose, on fait des métiers plus ou moins par défaut, parce qu'un prof de maths t'a dit que tu n'étais pas un bon élève, alors que tu avais plein de capacités hautes, qui étaient de l'empathie, des compétences douces, qui étaient du dessin, des choses comme ça, et que on a mis de côté en me disant, t'en fais ton passe-temps, c'est pas utile à la société, parce que c'est pas pro. On n'était pas dans la mathématique. Mais les mathématiques, c'est assez récent que ce soit la panacée pour tout le monde aujourd'hui. Autrefois, à un moment donné, c'était les philosophes, c'était les, comment ça s'appelle, c'était les écrivains, les peintres, tu vois, qui étaient l'élite de la nation aux côtés des rois, etc., etc. Du coup, il ne faut pas oublier que cette sorte de norme où, ère post-tayloriste, il fallait qu'on reconstruise la France globalement. Du coup, on a fait des bons petits soldats pour avoir des exécutants et beaucoup de mathématiques pour construire des immeubles, des machins. Il y en aura toujours besoin parce qu'il paraît qu'il va y avoir un boom immobilier parce que les gens, c'est cool, vont divorcer ou avoir des enfants. Du coup, tu en as quelques... c'est la sinistre réalité. Je vois Eugénie se marrer, mais c'est la sinistre réalité des économistes qui passent en t'expliquant qu'il faut investir dans l'immobilier parce qu'il va se passer ça, tu vois. Mais globalement, notre société va devoir s'inventer, notre société va devoir s'inventer autrement parce qu'il y aura quand même des prises de conscience intérieures. Et en fait, l'enjeu, c'est que chacun ose lever la main en disant, moi, je travaille chez... quelle que soit la boîte, Thales, Airbus, Dalkia, EDF et Carrefour, quoi. Et je pense qu'il faut faire les choses un peu différemment. J'ai envie de plus de proximité, d'un peu de décroissance, enfin de ce que vous voulez en fait. Et ça, c'est fonction des convictions de chacun. Par contre, il faut sortir de ce moule de l'éducation qu'on nous a mis en nous disant tu ne peux pas faire grand-chose, de toute façon, tu n'es pas grand-chose, tu n'as pas de diplôme, etc. Mais non, ce n'est pas du tout la réalité. Aujourd'hui, notre société, elle va se construire ensemble. Et en fait, le pouvoir, il y a beaucoup d'initiatives sur du récit en ce moment. Parce que si tu as des... Moi, j'en papotais avec un financier qui un jour m'a dit, si on dit qu'il y a un krach boursier, il y a un krach boursier. Si on dit qu'il y a une reprise, il y a une reprise. Tu vois, le cynisme du machin. Et du coup, je me dis... Et ça va être la même chose, en fait, pour inventer notre société de demain. Si on l'invente différemment, si des gens lèvent la main en disant, attendez, moi, j'ai envie de faire différemment, je crois en l'humain, je crois que tout le monde est incroyable. Moi, c'est mon prérequis, tout le monde est incroyable, tu vois. Et du coup, je vais lever la main pour essayer d'avancer, en fait, d'avancer vers quelque chose de différent et de contribuer à ça, quelle que soit mon échelle et quelle que soit l'échelle de la société. Et oui, sortir du moule de l'éducation. N'hésitez pas à me poser des questions parce que sinon, moi, je pars à 360 et puis je peux refaire la société pendant 5 heures, tu vois, ça ne me pose pas de problème. Du coup, n'hésitez pas, Eugénie, si tu vois des questions, parce que moi, je vois des pop-up arriver, mais que j'ai pas le temps de lire. Donc voilà. Du coup, vraiment, quand je parle d'optimisme, ça n'a rien de naïf. Souvent, il y a une sorte d'amalgame en France. L'optimisme égale la naïveté. L'optimisme, c'est pas du tout la naïveté. L'optimisme, c'est savoir voir ce qui ne va pas, être bien conscient de ça, parce que plus on sait voir ce qui ne va pas, moins on est naïf. Déjà, faut quand même le dire. Par contre, c'est de partir du prérequis qu'on est capable de construire quelque chose. Il n'y a rien de pire que de se laisser aller au cynisme du pessimisme, en se disant, de toute façon, notre société, elle est perdue, elle est gangrénée. Puis la gangrène, tu peux te dire qu'elle est partout, tu vois. Mais avec cette notion de se dire... non, je veux dire, on peut se laisser aller au pessimisme, mais non, il y a besoin de nous, on a besoin collectivement, en l'occurrence, on a besoin de soi, en fait, on a besoin de toi, pour aller construire la société de demain. Et quand on oppose de la naïveté, mais je veux dire, tu papotes avec tous les entrepreneurs, je veux dire, tu papotes avec les coachs d'Europe 1, les trucs comme ça, etc. Tu regardes, on a tous cassé des codes à un moment donné. Ça, cette capacité à se dire... à avoir cette douce naïveté ou cette douce utopie. En fait, on ne peut pas créer un récit de demain collectif. En fait, on ne peut pas créer une société de demain si on n'a pas d'utopie collective. Tu vois, on n'a pas...
il nous faut demain avoir une vision collective de ce vers quoi on veut aller. Et c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir faire de la prospective. Là, j'ai des gens qui se gargarisent de faire de la prospective depuis 20 ans en me disant, bah, nous, on fait de la prospective. Bah ouais, mais en fait, la prospective qui consistait à tirer des scénarios, on sait qu'aujourd'hui, des innovations de rupture, des trucs peuvent nous tomber sur la figure, donc que ce soit de l'innovation tech, que ce soit de l'innovation, enfin que ce soit un coronavirus, enfin, quoi que ce soit. Et du coup, en fait, pour réussir à gérer toutes ces innovations qui arrivent, enfin, je bossais beaucoup dans l'innovation aussi, bah, en fait, il faut qu'on pose clairement en fait notre objectif et qu'on pose notre objectif sociétal avec un grand S, notre objectif sociétal avec nos entreprises. En fait, chaque entreprise a une utilité. Hein, on le voit aujourd'hui, le transporteur il transporte, le médecin il soigne, le grand du retail il vend des produits pour que les gens mangent. En fait, de reposer son utilité, de reposer ses valeurs, parce que c'est pas juste pour faire sympa des valeurs. En l'occurrence, c'est une fois qu'on pose des valeurs, une fois qu'on pose une sorte de direction, c'est ça qui va nous permettre de toujours garder un cap, en fait, quand il va se passer des innovations de rupture ou des cas comme il se passe aujourd'hui, etc., etc. Du coup, notre enjeu pour demain, c'est d'avoir une sorte de vision collective de à quoi on a envie que la société ressemble. Mais pour avoir cette vision collective, en fait, il faut avoir une vision individuelle. C'est-à-dire qu'il faut que soi-même, on ait fait du chemin en se disant, bah voilà, mes valeurs, c'est ça, 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 et enfin, il n'y a pas une meilleure valeur qu'une autre. En l'occurrence, il y en a pour qui c'est la liberté. Moi, c'est insupportable de bosser avec moi si la liberté, t'aimes pas ça, quoi, globalement, enfin, voilà. Et c'est pas une bonne ou une mauvaise valeur en soi, c'est juste que chacun a ses valeurs et que chacun va les poser pour aller au bout. On a toujours fait comme ça. Pourquoi changer? Nous entendons souvent ce message dans les entreprises. En fait, on a toujours fait comme ça, mais on a toujours fait comme ça à partir du moment où on avait, entre guillemets, dépossédé les gens de leur cerveau. Parce qu'il faut quand même dire ce qui est. J'ai bossé dans le marketing, c'est triste à dire, mais globalement, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un dans le cinéma et dans l'art. En fait, même dans des films, on vous fait du placement publicitaire. C'est-à-dire que même dans des séries que vous regardez au quotidien, en l'occurrence, on vous fait du placement publicitaire. Du coup, en fait, il y a de l'hypnose qui est à peu près partout pour insuffler, pour inciter des gens à agir d'une telle façon. Globalement, c'est ça qui se passe. Sauf que là, il y a quelque chose d'inédit, c'est qu'en fait, on a vécu un confinement, on a vécu du temps pour soi et pour réfléchir, déjà, un truc qu'on n'avait pas forcément pour une partie de la population. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que notre population est en train de vivre à des rythmes différents. Tu vois, on en parlait tout à l'heure avec Eugénie, toi tu es à Londres, je vois des gens qui sont de Belgique, j'en vois du Maroc aussi. En fait, on est tous en train de vivre une temporalité différente, mais même toi-même par rapport à ton voisin, ta temporalité devient différente parce que toi, tu déconfines parce que tu bosses dans une certaine industrie et ton voisin d'en face qui normalement te ressemble parce qu'il a plutôt le même niveau social, parce que si vous êtes voisins, c'est que globalement, vous avez une puissance d'achat plus ou moins la même. Et globalement, ce qui se passe là, c'est que chacun va vivre un rythme différent. C'est-à-dire qu'on va déconfiner de façon différente quand bien même on reprenne le boulot. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont pouvoir rester chez eux à continuer à télétravailler, ceux qui vont retourner prendre le boulot. Il y a toutes les industries qui ne vont pas se remettre en marche parce qu'il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas que les restaurateurs, il y a les sous-industries, etc. qui ne vont pas se remettre en marche. Il y a l'événementiel, les trucs comme ça qui vont rester du coup confinés un peu plus longtemps. Et du coup, il y a quelque chose qui n'arrive jamais. En fait, c'est que tout le monde va vivre une temporalité différente. Et ta temporalité, elle va être interne parce que la temporalité de la personne avec qui tu vis, si tu vis en couple, elle va être différente. Tes enfants, même les enfants, aujourd'hui, il y a une sorte de choix. Est-ce que tu les renvoies à l'école? C'est du volontariat, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été unique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'homogénéité de société, en fait, pendant un temps. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aller distiller du changement. Parce que ce qui se passe, c'est que le changement, il ne se fait jamais quand l'eau, c'est de la glace ou quand l'eau, c'est le ruisseau qui va vachement vite, tu vois. Le changement, il se fait toujours quand il y a le goutte à goutte, tu sais, entre la phase glace et la phase ruisseau qui va super vite. Et là, c'est un peu ce qui va se passer parce que globalement, chacun va vivre une réalité différente. Et ça, personne n'en parle en fait. Mais on papotait avec comment ça s'appelle, un médecin du travail, il nous disait, mais tu ne te rends même pas compte. Plus les gens vont rester chez eux, plus ils vont développer des nouvelles addictions, des nouvelles habitudes de vie,
puis tout d'un coup, on va demander d'être hyper asservis au boulot. On va leur demander de faire comme si de rien n'était, mais quand même, on va leur demander de ne pas manger ensemble. En fait, et là, la société qui va se créer, on peut se dire, elle va être soit le pire, soit le meilleur. C'est-à-dire que soit tu te dis, on va dans une société où on va tous rester chez soi, globalement, fini les rencontres, fini les hugs avec les gens, fini l'envie de… Enfin voilà, à la base, je suis à toute base, je suis chimiste. Donc moi, je sais quand on papote avec des gens, on échange des molécules. Hein. Il y a tout un tas de choses, des hormones, des molécules, des machins. Et là, on peut se dire, soit on arrive dans un mauvais scénario. Il y a quelqu'un qui disait, faudrait qu'on arrête ce mauvais scénario de Black Mirror, globalement, avec une sorte de société où chacun va rester chez soi, très peu de contact humain, avec ce poids de l'algorithme que j'évoquais tout à l'heure. Plus tu cliques sur une sorte d'actualité, plus on t'en propose. Du coup, ton Internet, qui est ton outil de lien avec les autres, devient de plus en plus ta vision de toi-même, t'enferme sur toi-même, tu vois, etc., etc. Et que demain, en fait, comme tu te seras peut-être… alors, j'ai perdu ma phrase parce que j'ai voulu lire un commentaire en même temps. Et du coup, on va tous vivre une temporalité qui va être franchement différente. Et ça, c'est inédit et c'est là que tu peux aller distiller le changement. Pourquoi parler avant et après Covid? À quoi ça sert? C'est en fait parce que pendant la période Covid, il y a eu une sorte d'instant stop dans la société. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution et tout le monde a vécu une révolution interne. Tu as tous ceux qui, du coup, étaient chez eux, qui se sont sentis inutiles. Tu as cette part-là. Tu as ceux qui se sont dit, en fait, c'est pas si mal. Moi, je vais demander en retour un 3/5e. Ou moi, je vais continuer à vouloir rester un peu en télétravail. Et ceux qui vont s'être complètement distanciés de la société. Et là, il y en a aussi. Et tu as ceux qui sont en totale détresse en ce moment parce que toute leur vie tourne autour d'autres valeurs qui sont… Et là, on leur a demandé d'être face à eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça, il y aura forcément un avant et un pré-Covid parce qu'il y aura quand même une prise de conscience. Enfin, globale, hein. On peut la nier en disant ça ne va rien changer, mais quand bien même ça ne change rien à court terme, parce que les décisions, ce n'est pas non plus en 2 mois que tu prends une décision de changement de vie. Hein. Faut quand même être clair. Je veux dire, tu as tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Hein. Tu ne prends pas des décisions en 2 mois. Finalement, il y a quand même eu un instant de pause, de distillation, de réflexion par rapport à tous ces métiers, par rapport à la course qu'on était en train de faire, parce que ceux qui ont été le plus arrêtés, il faut quand même dire ce qui est, c'était aussi ceux qui étaient des éléments non indispensables et non essentiels. Tu vois, et ça, c'est incroyable, en fait. Tu vois, c'est quelque chose d'incroyablement violent, en fait, parce que c'est quelque chose de violent. Et du coup, ça remet en cause des parcours de vie. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y a un divorce en ce moment. Bref, il y a quand même eu une sorte de pause qui t'a demandé de te mettre face à ton miroir, de vivre dans ton introspection, dans ton chez-toi, avec tout un tas de machins qui ne sont pas inutiles. Hein, je veux dire, des placards remplis qui ne te servent à rien. Peut-être si ça me sert, les bouquins, ça me sert. C'est cool ça, tu vois. Mais globalement, il y a plein de choses qui ne me servent à rien, tu vois. Le maquillage, ça ne me sert pas. Tu vois, il y a tout un tas de choses qui ne me servent pas. Et ça va être la même chose pour tout le monde. On va se rendre compte que finalement, tout ce qui est important dans la vie, c'est gratuit. Parce que c'est d'aller voir des gens, d'aller dans la nature, c'est d'avoir de la liberté de déplacement, etc., etc. Et quand bien même à court terme, il n'y ait pas de changement, on ne puisse pas dire juste après le Covid, ça va changer, à long terme, ça aura quand même distillé en chacun quelque chose. Soit tu te seras rendu compte que tes enfants, ça t'a fait vachement plaisir d'en profiter. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça. D'autres qui se sont dit, oh là là, je suis vraiment pas faite pour être maman au foyer, je vais changer de perspective. Et du coup, en fait, c'est là qu'il va falloir avoir de l'optimisme, c'est dans cette capacité d'agilité, de prendre la responsabilité de, comment ça s'appelle, de ce qu'on a vécu, de cette révolution intérieure qu'on a vécu. Ouais, effectivement, tu te dis moins mais mieux. Il y a aussi tout, comme on s'en rend compte, il y a des vagues possibles, des potentielles vagues de Covid. Puis après, de toute façon, tu as tout un tas de spéculations. Il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a un déficit de confiance incroyable. C'est-à-dire que je ne sais pas qui peut me dire parmi vous qu'il a confiance dans ce qu'on lui balance à la télé, en fait. Globalement, plus personne n'a confiance. Tu prends tout un tas d'infos et je ne vous parle même pas des… Donc, tu as
Donc, tu as les théories du complot. Alors, tu ne sais même plus laquelle est la théorie du complot. Hein. Tu ne sais plus si c'est l'info ou la théorie du complot qu'on t'envoie. Tu as tout un tas de messages. Je ne sais pas si vous en avez reçu, qui passent par les chats, par les, comment ça s'appelle, par les messageries. Du coup, mais tout le monde est perdu, en fait. C'est que globalement… Catherine, tu coupes. Parce que ah, oui. Catherine, tu m'entends pas? Ouais, non, t'as coupé. Tu peux revenir un peu… Ah, pardon, c'est mon micro qui a lâché. Du coup, c'est bon, c'est mieux? Ouais. Ça remarche, non, pardon. Je crois que c'était l'Internet qui a un peu… qui a eu un peu Ah, de truc. pardon. Et voilà, et en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de déficit de confiance parce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas quelqu'un que tu vas suivre, en fait, globalement, parce que tu sais que l'économiste, il va te donner sa vision de la réalité par rapport au point de vue économique, le mec de la santé par rapport à la santé, le politique par rapport à la vision politique, le préfet par rapport à la vision territoriale, etc., etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que globalement, tout le monde est perdu. Il n'y a pas une personne qui se dit qu'elle a la vérité parce que sa vérité, c'est la tambouille que tu fais en mettant le curseur. Alors lui, je prends 70% de ce qu'il dit, je prends 20% de l'autre, machin, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que de toute façon… Ah, tu m'entends ? Oui, c'est bon. Et que du coup, ce qui se passe, ça va être que… comment ça s'appelle ? Que tout le monde, en fait, va avoir peur que ça revienne. Parce qu'on pourra te dire… pas de problème, ça va pas revenir. En fait, globalement, tu vas avoir peur que ça revienne. Du coup, il va y avoir aussi tout un tas de conséquences qui vont faire que les gens vont vivre dans une sorte de crainte parce qu'on va t'avoir beau te dire qu'il n'y a pas de problème, tu vas même pas avoir confiance dans il n'y a pas de problème. Donc, notre société, et c'est pour ça, je crois que c'est Stéphanie qui demandait est-ce qu'il y a un avant ou un pré-Covid ? Il y aura forcément un avant et un pré-Covid parce qu'il y a un truc qui est en fait qui est sur la tête et que du coup tu sais pas trop l'analyser parce que tu te rends bien compte de ta propre incompétence à évaluer le truc, tu vois. Enfin, qui est suffisamment intelligent, moi. Enfin, à chaque fois, tous les jours, on me donne des bouts d'informations. Voilà, à chaque fois, je me dis, j'y avais pas pensé, tu vois. Puis c'est ça, voilà, c'est ça. Et comme tu dis, Sylvie, enfin Stéphanie aussi, en fait, la seule truc dont on soit certain aujourd'hui, c'est de son propre chemin de vie. C'est-à-dire que la seule chose dont on soit certain, c'est ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Et c'est pour ça que c'est très souvent, les philosophes te disent qu'il faut vivre l'instant T, etc., etc. Mais ouais, en fait, c'est très logique parce que c'est la chose dont on est le plus certain. On sait comment on est en train de vivre la situation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, 3 personnes sur 4 la vivent bien. Moi, ça me paraît incroyable comme statistique. Et il y a un quart où eux le vivent très, 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 très mal, quoi. Et du coup, et c'est même pas corrélé au fait d'avoir un grand appart. Alors, évidemment, ça joue, ou le fait d'être en couple, le fait d'avoir des enfants. Enfin, tout ça rentre dans la sorte de tambouille, mais c'est corrélé aux émotions intérieures que tu vis. Et il n'y a que toi qui le sais. Et donc, c'est pour ça, en fait, le seul truc auquel on peut se rattacher en permanence, c'est se dire, voilà, ce qui se passe dans ma journée, je la vois à temporalité T, et ça va être la même chose quand tu vas te déconfiner, quand tu vas retourner dans une entreprise. Là, les RH, ils se rendent compte que comment tu vas recréer de la confiance en fait avec les salariés quand tout d'un coup tu leur avais dit télétravail pas possible et finalement télétravail possible en une demi-journée, tu vois, tout s'est mis en place et du coup tous ces salariés qui ont vécu des révolutions intérieures, etc., où ils sont le seul à le savoir. C'est ça qui est aussi incroyable et c'est aussi à ça que ça renvoie, c'est que finalement on est tous en train de vivre notre parcours de vie en l'occurrence et c'est à nous tous et individuellement d'inventer en fait sa société avec un petit S et sa société avec un grand S en essayant de plus s'opposer à ses propres valeurs parce que c'est la seule chose dont on soit certain soi-même en fait. Et donc c'est pour ça que tu vois, l'optimisme qui peut être un truc très, très offensif, très combatif en le disant mais moi je veux pas me laisser aller à une société qui me convient pas, tu vois, ça peut être ça l'optimisme, et l'optimisme ça peut être tout simplement se dire putain, je suis contente, j'ai ramassé une pâquerette ce matin, ça m'a fait plaisir, tu vois, c'est ça. Et la simplicité, en fait, il faut aller chercher en permanence une sorte de retour à la simplicité, parce que ce qui va se passer aussi, c'est que l'élite, a priori, ça va aussi changer.
c'est-à-dire que jusque-là, l'élite, tu regardes, hein, pendant des générations, ça a été d'être grand cadre financier dans une tour à la Défense et c'était trop cool, tu vois. Demain, le mec qui part de sa grande tour de la Défense pour devenir boulanger, tout le monde trouve ça trop cool et ça fait la une des Échos. Du coup, la notion d'élite, il faut aussi voir qu'elle va se bousculer. En fait, elle va aussi dépendre de l'impact sociétal qu'on a eu. Alors, en ce moment, on est en train d'applaudir les infirmiers, etc., ce qui est une bonne chose en soi. Par contre, moi, tout bête, hein, l'autre côté du terrain, c'est que j'ai des gens qui me disent, tout le monde est en train de nous applaudir, mais moi, je me sens esclave aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis livreur, je suis je ne sais pas trop quoi, je ne suis pas protégée, je suis gardien de nuit, je ne suis pas protégée, je n'ai pas le choix, je risque de perdre mon boulot. Donc voilà. Et du coup, en fait, il faut toujours se rendre compte que il n'y a plus rien de binaire. C'est-à-dire que jusque-là, on dit ça sera comme avant, ça ne sera pas comme avant, etc., etc. Et en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça sera un flux, il y aura sur une sorte comment ça s'appelle, de flux, il y aura de tout. En l'occurrence, il y aura des gens qui avanceront plus ou moins vite. Et par contre, ça va dépendre de nos trajectoires personnelles. Et la trajectoire personnelle, c'est ça qu'il faut aller chercher parce que c'est ça qui va être au service demain du collectif, tu vois. Souvent, on a fait croire que le fait de réfléchir à qui on était, etc., c'était un truc très personnel, etc. Mais non, c'est parce qu'on se met au service de plus grand que soi. Quand on sait qui on est, quand on connaît ses valeurs, on a envie de les mettre à contribution des autres, en fait. Donc, effectivement, les anciens schémas sont caduques. Effectivement, en fait, c'est que... Et c'est pour ça qu'il y aura aussi un après-Covid, tu vois. Parce que à minima, même s'il n'y a rien qui change dans la société, même si les gens sur le front n'auront pas été augmentés, j'en ai aucune idée, j'y connais que dalle en politique, ça m'intéresse, je ne veux surtout pas en faire, tu vois. Et du coup, demain, il y aura quand même eu un discernement, une graine qui aura été plantée dans la tête des gens en se disant, moi, je n'ai pas servi à grand-chose à ce moment-là, eux, ils ont servi à quelque chose. Voilà. Et ça, c'est violent, tout autant que ça peut inciter les gens à chacun à aller chercher des nouveaux chemins de vie. Et oui, comme tu dis, la trajectoire personnelle, en fait, personne ne va pouvoir aller la chercher pour toi. C'est-à-dire que jusque-là, l'entreprise qui homogénéisait les gens, qui les rendait interchangeables, etc., demain, il va y avoir probablement quand même une prise de conscience d'individualité, en fait, pas d'individualisme, mais d'individualité. Et tu regardes aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est que va y avoir une révolution probablement managériale qui va se passer parce que, surtout si on est de plus en plus dans du télétravail, ça demande d'autres rythmes de travail. Tout d'un coup, tu regardes la solidarité aussi qui s'est mise en place. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu plein de choses, des élans de solidarité, de simplicité extrême. Et c'est pour ça qu'en fait, l'optimisme, ça va dépendre ça va dépendre de ce qu'on va en faire, en fait, en l'occurrence, et c'est nous qui avons le choix. C'est-à-dire que les récits, en fait, notre société, elle s'écrit par rapport à comment on l'imagine. Et là, on a été dans une société où on a été baigné de, comment ça s'appelle, où on a été baigné de dystopie. Tu regardes, de scénarios catastrophes, mais à n'envisager que les scénarios catastrophes, c'est-à-dire, tu as des mecs qui ont l'impression d'être dans un scénario de Black Mirror, quoi. Et parce qu'on a envisagé que ça, maintenant, il faut qu'on aille créer nos anti-dystopies positives, en fait. Il faut qu'on aille, et ça, c'est à nous de le faire, en fait. C'est-à-dire que c'est pas aux autres, c'est individuellement que ça passe par soi. Et c'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est pas se dire naïvement tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est prendre de la distanciation par rapport aux actualités, réfléchir à ses valeurs, réfléchir à comment est-ce qu'on peut être congruent entre ses valeurs et l'entreprise dans laquelle on travaille, comment on peut aussi oser s'affirmer, affirmer son individualité au service d'une collectivité. Parce que là, comme tu dis, il y a une Steph ou un Steph qui dit j'espère que ça aidera le management à bouger. Bien sûr que ça aidera le management à bouger parce que de toute façon, tu as quand même un paquet de gens qui se sentent inutiles, qui se sentent obligés d'appeler tous les matins à 9h30 et à 18h30 leurs collègues pour vérifier qu'ils bossent, alors que les mecs, ils bossent par solidarité pour leurs autres collègues parce s'ils ne sont pas là, ils savent que ça va pas avancer. Du coup, il y a toute cette notion de collectif qu'on a complètement mis de côté dans les entreprises et dans beaucoup d'entreprises et qui est une sorte de responsabilité individuelle. Moi, hier, je papotais, ne serait-ce qu'avec ma comptable, elle m'expliquait qu'elle allait de temps en temps au bureau pour des documents et qu'elle laissait des cookies pour la personne qui allait 2 jours après au bureau, tu vois. En fait, on se rend compte qu'on est des animaux sociaux. À la base, on est des animaux sociaux et là, on va rentrer dans une ère où ça va être le pire, ça peut être le pire du pire, c'est-à-dire on va tous être derrière nos écrans, enfermés dans nos propres prismes. Alors, le mien, il est cool, hein.
Je veux dire, je l'ai bien entraîné, mon algorithme, il va me chercher que des initiatives positives, c'est vachement bien, tu vois. Mais ça peut être ça le pire, comme ça peut être le meilleur, faire en sorte qu'on éclate les bulles, qu'on se rende compte que chacun est indispensable, qu'on valorise tout le monde à sa juste échelle, parce que le manager il a aussi son job, hein. Enfin, faut être clair, il a du boulot, et tout le monde a du boulot demain. Les RH, je t'en parle même pas. Et ça va être ça l'enjeu, ça va être de se dire, bah voilà, je suis machin, je suis RH, comptable, sociologue, peu importe, mais je vais me mettre au service d'une société que j'imagine. Et c'est notre récit qu'il faut qu'on invente collectivement en se disant, bah voilà, moi je lève la main pour imaginer une société différente, en l'occurrence. Des cookies à manger ou les cookies sur le PC, la pub. Un peu de bienveillance et d'empathie. Je lis vos messages, pardon. Remettre l'humain au centre, être plus à l'écoute de ses collaborateurs. Exactement. En fait, parce que les gens auront vécu des révolutions. C'est-à-dire qu'on peut la nier. On va pouvoir me dire que ça va repartir comme avant parce que le mec à qui on donne la parole, c'est celui qui veut que ça reparte comme avant parce que de toute façon, son boulot, c'est d'expliquer comment c'est. Voilà. Et du coup, ou alors on peut inventer des récits collectifs et tu as plein de gens qui commencent à changer les choses. Là, moi, tout à l'heure, j'avais un ancien pote de lycée qui a une entreprise et m'a dit, je pense que je vais rendre une pierre angulaire dans mon entreprise, la RSE, pour créer un projet commun de société, etc., etc. Et il n'y a pas trop petit, en fait. C'est-à-dire que chacun va faire comme il peut. Chacun va faire comme il peut pour être au service comment ça s'appelle, de plus grand que soi. Et l'optimisme, ça va se travailler, en fait. Et c'est pour finir là-dessus, parce que sinon, je vais papoter pendant 2 heures. L'optimisme, ça dépend de nous-mêmes. Et la société dépend de nous. C'est-à-dire, et c'est pour ça, moi, j'ai cette phrase que je dis très souvent, on blâme la société, mais nous sommes la société. Nous faisons des choses parfaites et imparfaites, et tout va bien, en l'occurrence. Parce qu'on va avoir une vision de ce qu'on veut que ce soit, en fait. On va vivre l'instant présent, et puis chaque jour, ça sera de l'instant présent. Par contre, on aura une lignée en se disant, voilà, moi, mon enjeu dans la vie, c'est de passer plus de temps avec mes proches, ou de hacker mon entreprise, peu importe quel soit le but. Mais par contre, on va être sur des trajectoires qui vont être mises à contribution de plus grand, et on blâme la société en permanence, mais nous sommes la société. C'est aussi parce qu'on n'a pas assez confiance en nous qu'on n'ose pas lever la main, en fait, pour dire, mais moi, je veux pas que ce soit comme ça. On se dit, mais attends, moi, je vais paraître être un ovni parce que tout d'un coup, l'optimisme était devenu la naïveté. Mais attendez, l'optimisme, c'est le prérequis à la construction d'une société, c'est une condition sine qua non. Tu vois, et moi, quand on me dit l'optimisme, c'est la naïveté, non, mais l'inverse. Être pessimiste, c'est être naïf parce que si tu es pessimiste, tu restes là où tu es et tu changes rien, en fait. Du coup, voilà. Donc, l'enjeu, c'est de se dire, allons, distancions-nous de ce qu'on voit, parce que de toute façon, arrêtons de perdre de l'énergie à commenter, à essayer de convaincre des gens, etc., 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 etc. Ta passion me fait parler trop vite. Ah ouais, je suis désolée. Je parle hyper vite et c'est vrai que en fait, ça me paraît tellement évident, c'est tellement un message que je veux essaimer, et c'est vrai qu'en confinement, on est dans un rythme plus doux, et puis c'est vrai qu'il est encore tôt pour moi, là. 17h30, du coup, voilà, je balance, mais c'est aussi parce que il faut planter des graines à 360, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ne parler que c'est pas que la faute des médias, c'est pas que la faute des politiques, c'est pas que la faute des agriculteurs, que la faute des sociologues, etc., etc. C'est tout le monde, en fait. Voilà, il faudrait aussi valoriser tous les postes au sein de l'entreprise, faire en sorte que chaque salarié fasse en sorte d'une chaîne. Exactement. Et c'est ça qu'on n'a pas fait, tu vois, Anne. C'est que jusque-là, on a valorisé par rapport à ton système éducatif, on a valorisé le fait que tu aies fait une belle école. Alors, c'est bien, tu rentres dans une case et du coup, tu arrives, tu es déjà 10 échelons au-dessus de celui qui est tout en bas, quoi, globalement. Et on ne se rend pas compte que si celui qui est tout en bas met en place son droit de retrait, toute la chaîne s'effondre. Hein. Donc, et ça, c'est quelque chose qui a quand même été une graine qui a été plantée, que certains, évidemment, vont chercher à éteindre. Par contre, on va s'en être rendu compte. C'est-à-dire que même si certains n'ont aucun intérêt à ce que tout le monde soit valorisé à sa juste valeur, parce qu'il ne faut pas oublier que de temps en temps, tu as payé un paquet de pognon pour faire l'école, quoi. Du coup, parfois, certains n'ont pas intérêt à ce que ça change, il faut le dire. Par contre, si jamais chacun regagne confiance en disant, attendez, si moi, je ne suis pas là, ton entreprise, elle ne tourne pas. Tu vois, là, l'entreprise, elle tourne globalement. Je sais pas, tu as un sociologue qui disait la France est en train de tourner avec ceux qui ont les salaires les plus bas. Tu vois, c'est incroyable. Et c'est incroyablement violent pour tout le monde, en fait. Même pour celui qui a un salaire élevé et qui se rend compte qu'il ne sert à rien.
Tu vois, donc, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas à court terme, il y a quand même des graines qui ont été plantées en te disant, mec, tu n'as servi à rien en ce moment. Tu vois, et c'est hyper violent. C'est très, 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 très violent pour tout le monde. Et le « t'as servi à rien » n'est même pas vrai non plus parce que le simple fait que toi, tu sois qui tu es, en l'occurrence, ça a de la valeur pour ton entourage. Tu vois, parce que tu appelles quelqu'un. Moi, je vois dans notre équipe, tout le monde fait des petites actions, mais des trucs incroyables, tu vois. Ils ont fait danser des gens dans des EHPAD. Digitalement parlant, on a une mamie de 86 ans qui a donné un cours de danse country en live sur l'optimisme pour ses autres résidents de l'EHPAD parce qu'ils sont tous bloqués dans les chambres. Donc, tu vois, finalement, de temps en temps, tu as des trucs un peu saugrenus qui arrivent et tu fais ta part, en fait. Et tout le monde fait sa part par qui il est, là où il est, parce que tu prends un appel de quelqu'un qui ne va pas bien. Et ça suffit. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on recentre le faire à l'être. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on soit avant tout, avant de faire quelque chose. Il faut qu'on soit, en fait. Donc voilà, donc je vais peut-être un peu m'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps ça fait, Eugénie, et je suis très bavarde et je ne suis pas... T'inquiète, ça fait 50 minutes. Oh, pardon. Voilà. T'inquiète. Pardon. Non, mais c'est terrible. Mais voilà, en fait, mon enjeu, c'est de planter des petites graines et se dire qu'on n'est pas tout seul. Tu vois, parce que moi, pourquoi on m'a écouté avec l'optimisme ? Tout simplement parce que, tout bêtement, je venais du développement durable, j'ai bossé dans l'innovation. Et du coup, j'ai toujours été avec des coups d'avance et que du coup, quand j'ai changé pour l'optimisme, les gens se sont dit, bon, on va quand même regarder ce qu'elle fait parce que généralement, elle avait 2 coups d'avance, tu vois. Et comme on est toujours en retard, on va vaguement écouter. C'est pour ça qu'on m'a entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, notre société manque de liens global de gens qui lèvent la main en se disant mais putain, moi la société je la pense différemment et je suis pas un ovni pour autant, je suis pas en train de fumer le narguilé sous un arbre. tu vois ce que je... Non mais en fait c'est de temps en temps les optimistes ils sont confondus avec les mecs qui fument en décroissance, tu vois. Attends, l'optimiste, je veux dire, tu peux avoir une boîte et te dire qu'il faut quand même faire de la décroissance, tu vois. Moi c'est mon cas aujourd'hui. Je pense qu'on va recentrer l'optimisme ailleurs et pas à Paris. Bon, bref, il y a plein de trucs. Et je crois profondément dans le fait que faut aller plus lentement. Et je suis dit, oui, je parle vite. Mais tu comprends pourquoi il faut que je me dise qu'il faut qu'on aille plus lentement. Parce qu'en fait, notre enjeu, c'est de se dire qu'on n'est pas trop petit. Et c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. Tu vois, et c'est une question de moment, tu as raison, et surtout, il faut aussi s'affranchir du temps. C'est-à-dire qu'en France, on a une vision, comment ça s'appelle, une vision du temps, on a une vision socio-culturelle du temps qui est très, c'est comme ça aujourd'hui, alors demain, ça sera comme ça. Il y a quelqu'un qui me disait, on a toujours fait comme ça, alors on continue à faire comme ça. Il y a cette notion du temps où on manque franchement d'humilité, tu vois. On se dit que c'est comme ça. Moi, j'ai vécu aux US. Aux US, c'est pas qu'ils ont le culte de l'échec comme on peut raconter, c'est vrai quand tu rebondis plus vite, mais surtout tu sais que le petit machin qui est en train de vivoter où ils sont 3 bonhommes geeks, plein de boutons, en train de coder un truc dans un garage de la Silicon Valley, tu sais que les mecs ça peut devenir des géants demain. Et toi, tu as beau t'appeler Walmart, donc l'équivalent de Carrefour, tu vas le prendre en compte ce petit mec parce que tu sais que demain c'est peut-être lui le géant. Parce que lui, il aura un truc que toi, tu continueras à vendre des produits dans un magasin, quoi. Et du coup, il y a une notion d'humilité au temps qu'il faut qu'on accueille en se disant ça ne sera pas du jour au lendemain parce que tout le monde en 2 mois ne va pas changer de vie. Il faut quand même être clair. Tu as des habitudes qui sont gravées, etc. Mais il faut que tu aies une sorte d'humilité face au temps en te disant c'est pas bien grave si c'est que dans 2-3 ans. Tu vois, notre courbe de réchauffement climatique, et pour avoir bossé là-dedans longtemps, c'est bon, tu vois. Je veux dire, tu vois, le temps, bon, si ça prend 2 ans de plus pour qu'il y ait un changement de mentalité, on les accueillera ces 2 ans de plus, tu vois. Mais en fait, il faut se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que demain ça sera comme ça. Et je crois que c'est ça qui est hyper important. Moi, en permanence, je me dis, oh, putain, on est trop lent. On est trop lent, tu vois. Mais non, en fait, c'est-à-dire que ça prend le temps que ça prendra et c'est rien 3 ans à l'échelle d'une humanité, tu vois. Et c'est la même chose, c'est rien qu'une boîte cool, c'est rien qu'on perde son job si c'est pour que la société avec un grand S soit meilleure,
tu vois. Il faut avoir une sorte d'humilité permanente, de distanciation en se disant, bon, bah, on va voir comment ça va se passer. Comme tu dis, Stéphanie, il n'y a pas de fatalité en soi, c'est qu'il y a des changements, il y a une sorte d'agilité. En l'occurrence, il y a à accueillir le changement parce qu'il y a des choses où on cherche toujours à faire comme avant, parce que c'est plus facile, parce que c'est zone de territoire connu, etc. Et là, il faut aussi aller l'accueillir en se disant, bah, on va essayer de faire un peu différemment, même si ça n'a aucun sens au regard des autres. Tu vois, parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai connu dans le développement durable. Moi, le développement durable, tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à travailler dans ce sujet? Tu vas empêcher les entreprises d'avancer. Tu vois, c'est incroyable. Aujourd'hui, le mec qui te dit ça, tu te dis, mec, quand même. Tu vois. Par contre, t'en as qui le savent et qui refusent de le prendre en compte parce que ça les arrange pas financièrement. Donc ça, c'est un autre questionnement. Par contre, c'est pour ça que je crois profondément à une sorte de révolution des consciences. Et c'est drôle parce que dans le deuxième livre, dans le deuxième bouquin que j'avais écrit, j'avais dit que la prochaine révolution, ça serait une révolution des consciences. Et là, je me dis, mais c'est incroyable parce que c'est presque ce qui va se passer probablement parce que on va être confiné, déconfiné, parce que je ne sais pas si on va être confiné, déconfiné, au moins on va être confiné, déconfiné, et peut-être on va toujours avoir la peur d'être confiné. Donc, parce que ça, déficit de confiance globale, voilà. Et du coup, c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller se dire, bon, bah, comment je fais au mieux, en fait, moi, par rapport à qui je suis, où je suis, par rapport à ce que je fais, et personne n'est trop petit, parce que j'ai envie de te dire, tu as des gens qui sont en train de gigoter suffisamment fort, quel que soit le domaine, que ce soit dans la santé, dans l'environnement, pour être, entre guillemets, alors des lanceurs d'alerte, mais pas dans le sens complotiste ou machin, juste en disant, mais il faut changer ce système, etc. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est tous un média à nous tout seuls. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le simple fait d'avoir 300 copains sur LinkedIn, 500 sur Instagram et 400 sur Facebook, on est un média à nous tout seuls. Et une toute petite info, en fait, peut devenir exponentielle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui croire. C'est parce que le mec qui filme à l'iPhone une manif, on va plus le croire que l'IFOP, par exemple, l'IFOP ou je ne sais pas quels autres instituts de sondage qui font des stats. Donc, c'est aussi ça qu'il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, nul n'est trop petit. Alors, ça a des avantages comme ça a des inconvénients, mais à nous, de faire en sorte qu'on soit à contribution de ses convictions personnelles, quelles qu'elles soient en fait. Au moins, on sera sur nos chemins de vie dans toute la perfection qu'on est parce que globalement, on est tous imparfaits en fait. Et ça va, soit tu te dis qu'on est tous parfaits, soit tu te dis qu'on est tous imparfaits et tout va bien. Nul n'est trop petit pour essayer de faire quelque chose. Et je pense que c'est là que réside l'optimisme, en se disant, je suis peut-être hors moule. Par contre, je suis mon chemin de vie qui est une expérience individuelle, parce que globalement, chaque chemin de vie est une expérience individuelle. Tu n'as personne qui va la vivre à ta place. Tu vas avoir tout un tas d'écueils de ton moule familial, de tes profs, donc que j'évoquais tout à l'heure, de tes collègues, de ta famille. Tout le monde va te donner son avis. Par contre, un chemin de vie reste quelque chose d'expérientiel individuellement. Notre parole n'est même pas assez puissante, entre guillemets, par rapport à toutes les émotions qu'on vit. Donc, de toute façon, tous les conseils, tous les jugements qui vont être de l'extérieur n'ont que validité par rapport à celui qui l'émet et pas par rapport à toi. Donc, son enjeu, c'est d'être bien câblé par rapport à ses valeurs, par rapport à ses croyances et en se disant, on n'est pas tout petit parce que, c'est ce que et je vais finir là-dessus, c'est ce dont je me suis rendu compte avec l'optimisme. Au démarrage, je me disais, mais je suis la seule, en fait, à être quand même les pieds vachement terre à terre, quoi. Quand tu as bossé dans le développement durable, dans l'innovation, dans la tech, etc., tu sais, tu es quand même vachement terre à terre sur ce coup-là. Et de me dire, mais pourtant, j'ai envie de créer une société qui soit un peu différente. Et c'est parce que je suis comme toi, tu vois. Et en fait, c'est juste cette notion de fédération, en fait, qui manque peut-être pour aller créer des récits collectifs de demain un peu différents, en fait. Et si tu as des gens qui te disent, voilà comment ça va être après, s'il n'y a que eux qui l'imposent, en fait, tous ces récits collectifs de gens qui veulent une société quand même un peu différente et qui sont prêts à faire des sacrifices sur des rythmes de vie et autres, des plans financiers ou que sais-je, et s'ils ne sont pas assez soudés et s'ils ne se connaissent pas les uns les autres, et ça fait que on les entend beaucoup moins. Et c'est pour ça le pouvoir de la parole, et que j'évoquais tout à l'heure avec le mec de la finance, donc je reboucle un peu sur tout ce que je viens de dire, et voilà, en fait. Donc avant tout, donner du sens aux choses et donner du sens à l'être. En fait, qui on est déjà, je te garantis
que c'est peut-être le plus important, tu vois, l'être en fait qu'on est, qu'on incarne dans toute son imperfection et dans toute sa perfection aussi. C'est là que se niche en fait l'essentiel, tu vois. Et toi, qui tu es toi, c'est qui tu es toi avec tes interactions avec ta famille, avec la nature, avec tes collègues, avec la société, avec un grand S, avec tes voisins, etc., etc. Et c'est là que se niche en fait les émotions. Et c'est les émotions, c'est globalement, et c'est aussi ça, c'est que dans une ère avec un déficit de confiance absolument incroyable, retourner à... Ah, Catherine, tu coupes. Catherine, ça serait mieux pour toi que t'as coupé, on t'a perdu pendant quelques instants. Ah, tu recoupes. écoute tous les sens. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je peux y répondre. Alors, il y avait une question de Colette qui disait cette prise de conscience existait depuis longtemps, mais jamais entendue. Pourquoi maintenant? Parce que ça commence à être politiquement correct. Jusque-là, c'était vu... en fait, c'était la même chose que les écolos à l'époque, tu vois. C'était être dissident que d'avoir cette parole, et c'était opposé avec la réalité économique d'un pays. Tu vois ce que je veux dire? C'était quelque chose de dissident, quelque chose d'hors norme. En fait, vu que c'était trop petit, c'était des clusters, tu vois. Et c'est vrai que souvent, ceux dont on parlait, c'était les mecs qui brûlaient, je ne sais même pas s'il existe encore, José Bové ou les mecs comme ça, qui brûlaient des champs parce que c'était des actions qui, médiatiquement, étaient mises en avant. Et du coup, c'était stigmatisé, anti quelque chose. Et globalement, pour l'optimisme, pour l'optimisme et pour les valeurs, pour la société avec un grand S, ça a été la même chose. Et c'est-à-dire que, et avec ce manque de visibilité qui est global, il faut quand même le dire, parce qu'on s'intéresse plus à des faits négatifs, tous les gens qui ont finalement ces convictions, on ne les met pas en avant. Et pourquoi ça grandit aujourd'hui ? Parce qu'on se rend compte qu'on est, qu'on est quand même nombreux, parce qu'il y a quelque chose, c'est ces machins avec lesquels on est en train de parler, ça crée du lien. Et ça fait que des gens qui étaient des petits clusters un peu partout, parce que tu as 2-3 copains qui pensent comme toi, mais alors t'es l'ovni des autres, quoi, globalement, on se rend compte que c'est pas si anecdotique, et surtout qu'on peut inventer des nouvelles, qu'on peut inventer quelque chose qui ne s'oppose pas en fait à la société actuelle. En fait, ça peut aller dans le même sens avec des mécaniques, alors qu'il y aura des gens beaucoup plus experts que moi qui vont les définir, mais c'est plus quelque chose d'opposition. Et surtout aussi, c'est qu'en fait, on est quand même arrivé à la limite d'un système, c'est-à-dire que il se passe aussi quelque chose. Jusque-là, les gens n'avaient pas le temps. On vivait dans une société, tu sais, le métro boulot dodo. En l'occurrence, comment ça s'appelle, le métro boulot dodo, tu n'avais pas le temps de réfléchir. Tu vois, c'est aussi ça qui se passe. On avait un peu abruti tout le monde. Donc le temps qu'on se désabrutisse, c'est affreux à dire. Et puis, j'ai été la première abrutie du système, tu vois. Et du coup, le temps qu'on se désabrutisse, ça prend du temps en fait. Et du coup, c'est d'abord une personne qui a influé sur les 3-4 autres autour de lui, qui a essaimé sur les 25 autres autour de lui, tu vois. Et ça a été de proche en proche. Et là, on commence à être un bon paquet, et un paquet de, entre guillemets, non révolutionnaires, non illuminés, des gens vraiment très terre à terre. Et je te garantis que ça va du grand patron à son N-99. Et puis là-dedans, je veux dire, ces convictions, c'est des convictions qui sont personnelles et qui ne sont pas du tout dépendantes de là où tu bosses, en fait, et de ton grade dans l'entreprise, de ton métier, de ta société. Je veux dire, de temps en temps, tu as des gens incroyables qui bossent dans des industries de guerre, etc. Mais les gens sont incroyables. Ils ont eux aussi envie de changer les choses à leur échelle. Et voilà, il faut avoir aussi un peu de compassion pour tout le monde, en fait. Du coup, voilà, en quête de sens sans fin. Désolée. Pardon, j'ai raté. Une mère en réa. Ah là là. Et voilà. Et du coup, on peut. Voilà, il y a des choses. En fait, notre vie, elle est essaimée de. Comment ça s'appelle? De défis à relever, d'expériences à vivre, en fait. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'il y a des choses, en fait, on nous donne des cartes. Moi, j'ai l'impression que la vie, c'est une sorte... souvent, je finis, souvent, je finis les conférences en disant si votre vie était une métaphore
quelle serait-elle? Donc la métaphore, donc moi au début je me disais c'était un livre avec des chapitres les uns après les autres, et dans les chapitres il y avait des actes et des scènes, des nouveaux acteurs qui rentraient de temps en temps, un changement de lieu. Dans mon deuxième livre je parlais du fait que la vie c'était une sorte de mélodie. Tu vois, il y avait de temps en temps, on te faisait revenir en arrière, de temps en temps, tu avais des coupures, de temps en temps, tu avais des phases dramatiques, de temps en temps, tu avais des phases un peu plus légères, en fait. Et dans la troisième, je me dis, la vie, c'est peut-être une sorte de jeu de cartes, on te donne des cartes et tu les joues, en fait. Et tu as des cartes et qui sont pas drôles, en fait, et que auxquelles tu peux pas t'opposer. La carte, elle est comme ça pour tout le monde régulièrement, en fait. Dans le jeu de cartes, tu as ça. Et du coup, tu n'as pas d'autre choix que de se dire, ça, c'est une expérience. Et c'est pour ça que cette notion d'expérience, je la trouve intéressante à tout point de vue. C'est que on est seul, en fait. On est seul face à nos émotions dramatiques, aux émotions joyeuses, en fait. Et c'est pour ça, en fait, on n'accueille pas les choses différemment. Moi, je suis une hypersensible dans la vie, c'est-à-dire que quelqu'un pleure, je pleure. Enfin, je sais pas faire autrement. Et du coup, en fait, on accueille ça différemment. Il faut accepter cet accueil, en fait, en se disant, c'est comme ça. Je suis sur mon expérience de vie dans la phase pas sympa. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je me rappelle, en fait, que la mélodie, il y a des phases plus joyeuses derrière aussi. Que de temps en temps, on me demande de revenir en arrière quand j'ai pas compris quelque chose, etc., etc. Comment affirmer son individuel en exprimant son imperfection. Dans le fait d'être, le fait de se dire qu'on est tous imparfaits, je trouve que ça t'enlève une sorte de fardeau en me disant, pour être individuel, pour moi m'exprimer, faut que j'ai la pensée parfaite, parce que notre système éducatif nous a quand même appris à avoir toujours le 20 sur 20, tu vois, on nous a appris aussi à la quête du bon point, donc on nous a appris à vomir ce qu'on t'apprenait dans un sens, tu vois, on a fait de nous des exécutants globalement, et du coup on n'a pas appris à gérer notre individualisme. À bientôt. Je suis désolée, je continue un peu à répondre aux questions de ceux qui restent comme ça. Je sais que j'ai débordé encore une fois, mais ça, voilà, Okay. tout le monde, voilà, je réponds aux questions les unes des autres, ça donne des petites graines, et du coup plus tu te dis, moi je suis imparfaite, par contre je fais partie d'un grand tout, tu vois, et toi et moi on est pareil, en fait, on a juste la réalité, c'est que toi, moi, on est deux corps humains. Alors moi j'ai du gras, toi t'en as pas, moi je suis brune, toi t'es blond, bon voilà, on est tous différents les uns des autres, et c'est cette différence qui fait notre imperfection, mais qui fait, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, toi, moi, ça je sais faire, ça je sais pas faire, et toi, ça tu sais faire, moi ça je sais pas faire. Et du coup, plus tu vas aller dire, ce que je sais faire, plus tu vas l'affirmer par rapport à toi-même, même si on t'a pas appris ça. C'est-à-dire qu'on nous a pas appris, à nous gargariser de nos talents, tu vois. Je veux dire, surtout quand tes talents, c'est faire du dessin et qu'on t'a dit, vas-y, fais ça en passe-temps, meuf ou mec, tu vois. Et du coup, aller se dire que, l'enjeu, c'est d'aller valoriser, en l'occurrence, ce que tu sais faire, valoriser ce que l'autre sait faire, et de dire, moi, je suis quelqu'un, j'ai des idées, elles sont pas mieux que les autres, par contre, j'en ai, et toi? Tu vois, dis-moi tes idées, nous allons échanger. Voilà, on est tous parfaitement imparfaits. Ouais, la boîte de chocolat, j'ai vu une autre question passer. Le bonheur au travail, il y avait combien de personnes suivent l'autre? Ouais, il y a deux questions. Il y a combien de personnes suivent l'optimisme. En ce moment, le truc, c'est qu'on est suivi sur plein de réseaux différents. On est suivi sur LinkedIn, sur Instagram. La somme de tout le monde, on est à peu près à 700 000 personnes aujourd'hui, avec tous les gens qu'on ne traque pas. C'est-à-dire que nous, on refuse d'avoir des cookies, tu vois, sur les sites web, parce que ça serait antinomique finalement avec ce qu'on fait. Du coup, il y a tous ceux qu'on ne traque pas. On est a priori, je pense, plus ou moins 1 million, sachant qu'on gagne chaque jour plusieurs milliers de personnes en ce moment. Donc, c'est quelque chose de grandissant. C'est quelque chose d'assez curieux, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'optimisme. Ça nous donne une sorte de baromètre social qui est incroyable. Le site est plus lu par des hommes. Tu vois, là, je crois qu'il y a plus de femmes qui sont là aujourd'hui, mais notre site est plus lu par des hommes avant qu'on enlève les statistiques. Donc, ça fait un petit moment quand même, mais notre site était plus lu par des hommes. Sur LinkedIn, je suis plus suivie par des hommes que par des nanas, par exemple. Sur Instagram, plus par des nanas. Les gens qui nous suivent, ils sont plutôt pas du tout jeunes.
entre guillemets, pas du tout jeunes, c'est-à-dire ils ont plutôt entre minimum 25 ans, on va dire, et donc c'est plutôt une population active qui nous suit et qui grandit chaque jour en fait, qui grandit chaque jour et qui est vraiment à l'image de la société. C'est-à-dire que le seul truc qu'on traque, c'est les gens qui s'inscrivent à notre newsletter. Et ça va très clairement du petit village à côté de chez moi en Normandie jusque les cités des profs en REP, plus et des gens en cité, jusqu'aux mecs des grandes tours de la Défense. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est très, 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 très hétérogène. Mais c'est incroyable en fait de se rendre compte de la réalité parce que ça nous permet de ne pas avoir de vision biaisée parce qu'on demande en permanence, tu vois, nous tous les matins, on demande aux gens comment ils vont et on est en contact tous les jours. De temps en temps, on lève la main, on demande à des soignants de nous faire des témoignages, on demande à des profs de témoigner, on demande à des RH de témoigner, à des comptables, etc. Et du coup, ça nous fait une remontée de terrain assez intéressante parce qu'elle est très, très exhaustive. Donc, et ça montre aussi que, tu vois, on peut sur une idée auquel personne ne croyait, hein, enfin, il faut quand même être clair, fédérer des gens autour d'une valeur. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pense du bonheur au travail? Quid du métier de CHO pour faire bouger les mentalités? Qu'est-ce que je pense du bonheur au travail? Alors là, je pense que c'est une conférence à part entière. Pour moi, le bien-être en entreprise, c'est une condition sine qua non au modèle organisationnel des entreprises de demain. Pour te la faire courte, demain, si tu veux faire en sorte que on est en train de théoriser le bon sens. C'est-à-dire que si tu donnes du sens à tes collaborateurs, ben, les mecs, ils vont avoir envie de venir bosser. Tu vois, nous, on est plutôt en surengagement qu'en sous-engagement chez nous. Hein. Enfin, il faut être très clair. Dans une entreprise, on a des gens qui nous demandent, qui ont fait X et qui nous proposent de bosser gratuitement pour nous. Hein. Donc, tu vois, en fait, le truc, c'est que plus tu poses tes valeurs, en fait, plus tu donnes envie à des gens qui croient dans les mêmes valeurs que toi, plus ça fait que ton entreprise, elle est joyeuse. C'est pour ça que toutes les entreprises qui ont voulu se donner une bonne conscience en mettant, tu sais, des jolis panneaux autour d'eux en disant ici on fait ça avec des mots à la con, en disant transparence, tu vois, des trucs à la con comme ça, et sans y réfléchir juste pour faire bien, bah, ça va pas fédérer les gens, ça ne va pas fédérer les équipes. La transparence, je veux dire, si l'organigramme n'est pas transparent, si ton site web n'est pas transparent, si ton intranet ne l'est pas, ça n'a aucun intérêt de marquer le mot transparence. Mais demain, de plus en plus, le salarié qui va avoir le choix, et je module, hein, c'est vraiment le salarié qui va avoir le choix, il va lui-même avoir changé, il va avoir envie d'aller bosser dans une entreprise qui correspond à ses valeurs. Et l'avantage, c'est que toutes les entreprises correspondent à des valeurs et qu'on est tous différents. Donc, on a tous des besoins de valeurs différentes. Donc, le bien-être en entreprise d'un point de vue global, pour moi, c'est une condition sine qua non pour que notre société s'épanouisse globalement. Et puis, tu as des gens qui sont manuels, qui sont faits pour être manuels. Arrêtons de les mettre dans une tour de la défense, tu vois. Redonnons de la valeur aussi, on en parlait tout à l'heure, à tous les métiers. Et c'est ça qu'on n'est pas allé chercher jusqu'à là. Et du coup, quid du métier de CHO? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, les boîtes qui ont un CHO, elles sont bien contentes d'en avoir un parce que c'est eux qui font le tour des gens pour les appeler, pour leur demander comment ça va, quand tu as les RH qui sont sous l'eau pour faire le chômage partiel, pour faire les plans de formation avant la reprise, etc., etc. Le CHO, on l'avait toujours évoqué. Alors, il y en a des différents. Tu as le CHO bullshit qui est un coup de com' et tu as le vrai qui fait attention de façon macro aux gens dans l'entreprise et qui est là pour savoir comment ça va, tu vois. Tous les autres sont en train de crouler sous le taf administratif parce que tu as des énormes enjeux de prévention des risques, de formation, etc., etc. Donc là, j'ai envie de te dire, toutes les entreprises qui avaient dépensé un peu de pognon pour avoir un mec qui fasse attention aux autres, là, ils sont bien contents. Et parce que même par rapport au salarié qui est tout seul en télétravail avec ses 3 enfants et qui est maman célibataire dans 30 mètres carrés, il est bien content que quelqu'un l'appelle